Il suffit parfois d'un plan pour être envoûté par un film. Le charme agit et nous acceptons, tacitement, de délaisser notre monde pour entrer dans celui que l'œuvre nous invite à pénétrer. C'est très exactement ce qui se produit avec Black Dog du surprenant Guan-Hu, auteur que nous connaissons peu en Occident et qui appartient à cette génération de cinéastes chinois dits de la 6e génération. Celle de Jia Zhangke, de Wang Xiaoshuai, de Lu Ye, de Lu Xuan ou encore de Li Yang. Guan-Hu fut pourtant remarqué ici ou là grâce à des œuvres notables comme Dirt, son premier long métrage réalisé en 1994, ou encore Cow, réalisé en 2009, voire à Mr. Six, réalisé, lui, en 2015. Mais c'est avec une œuvre financée par l'État chinois, une super production donc, que Guan-Hu va connaître son plus grand succès, notamment en Chine, intitulé La Brigade des 800, réalisé en 2020 et sorti directement chez nous en DVD et Blu-ray. Nous évoquions le premier plan de Black Dog, alors revenons dessus. Une image, au format cinémascope, s'ouvre sur un paysage désertique. Le désert de Gobi s'étale à perte de vue. Sa présence s'était déjà manifestée pendant le défilement des cartons du générique par un bruit sourd, un bruit étrange. À l'apparition de l'image, le bruit est associé au désert, mais pas uniquement. Un plan d'ensemble, en panoramique, prolonge la réflexion. Ce plan nous invite à nous faire une idée sur un décor qui servira, nous le comprendrons plus tard, de contexte indirect à l'action du film. Le panoramique sert ici à définir un cadre, une atmosphère, une idée. L'idée, c'est celle d'un monde empreint de désolation. Puis, l'œil du spectateur est attiré par la présence d'un véhicule qui emprunte la seule route visible depuis notre position. Le panoramique aura parcouru un angle à 180 degrés lorsque soudain, le son du désert, parasité par celui du véhicule, s'estompe. Un bruit se fait plus présent, plus sourd, plus inquiétant, et ça résonne de plus en plus. Surgit alors de la droite du cadre une meute de chiens dont on ne comprend pas d'où ils peuvent venir, ou encore ce qui les pousse à courir dans le désert ainsi. Les chiens suivent une trajectoire perpendiculaire à celle du véhicule dont nous devinons désormais qu'il s'agit d'un minibus. Les chiens provoquent un accident. Le conducteur du minibus, affolé, fait un écart et le véhicule se retourne sur la chaussée. Les chiens continuent leur route, indifférents à la question humaine. Le mystère des chiens reste entier. Cut. L'enjeu principal de la mise en scène consiste ici, dans ce prologue, à nous donner à voir ce que deviennent les passagers du minibus. Ils s'extirpent tant bien que mal, les uns après les autres, du véhicule. Plan large, fixe, de manière à intégrer les passagers du minibus au décor. Un film de survie ? Que sont devenus les chiens ? Affaires à suivre. Les passagers, une fois sortis du minibus, restent tous dans le cadre. Le format scope les isole pour bien nous donner à comprendre qu'aucun lien ne les relie. Pas réellement d'entraide, pas d'empathie, rien. Éclatement du corps social. Un seul individu sort du champ de la caméra. Pour lui, l'ailleurs est son affaire. Il décide de suivre à pied le chemin qui devait le conduire, comme les autres passagers, vers une destination encore inconnue. On se demande d'ailleurs à quelle distance se situe cette destination de l'endroit où a lieu l'accident. Le film convoque alors un imaginaire particulier, celui de ces villes de l'ouest de la Chine, devenues désormais le refuge du fantomal une fois que s'est dissipée l'illusion de la félicité économique chinoise promise à tous. Survient alors un MacGuffin. Le terme a été popularisé par Hitchcock et il désigne une astuce scénaristique, une sorte de prétexte qui vise à dynamiser l'action dramaturgique par la présence ou le surgissement de péripéties annexes afin que le spectateur s'attache à de nouveaux questionnements que le sujet initial ne suggérait pas forcément. Ici, dans Black Dog, le MacGuffin repose sur un homme qui se plaint d'avoir perdu son argent dans l'accident. Il exhorte les autres passagers à l'aider à le retrouver ou à démasquer l'auteur d'un possible vol. La caméra suit ses déplacements jusqu'à ce qu'il rejoigne l'homme qui était sorti du cadre précédemment pour continuer son chemin. Les autres passagers restent sourds à ses suppliques. L'homme qui a perdu son argent apostrophe le conducteur du minibus afin que ce dernier insiste pour que l'homme qui pensait poursuivre sa route à pied reste jusqu'à ce qu'on trouve l'argent. Le film change. La mise en scène ne déroge pourtant pas de ses choix premiers. Panoramique, donc prendre en considération le rapport de l'individu à l'espace et créer des liens narratifs abstraits entre les personnages, et bien sûr, toujours des plans larges, toujours des plans moyens, pour isoler les individus les uns des autres. Pas de cause, ni de destin commun. On se doute que le personnage qui nous intéresse est celui qui pensait quitter le groupe pour poursuivre le voyage à pied. Impression confirmée, très rapidement. La police arrive et les policiers connaissent l'individu. Il s'appelle Lang. Il était emprisonné pour meurtre, et il semble, maintenant, après avoir purgé sa peine, vouloir rejoindre sa ville. Le film commence véritablement là. Fini le MacGuffin initial, nous ne saurons rien de ce qu'est devenu l'argent du passager. Il faut avouer que le personnage de Lang nous intrigue un peu plus. Un meurtrier, de retour chez lui, une ville
visiblement perdu dans le désert de Gobi. Bon, tout ça, ça ressemble quand même quelque peu au principe dramaturgique initial d'un célèbre western, Le train sifflera 3 fois, réalisé par Fred Zinman. Un type, mis en prison par un shérif compétent, revient par le train de midi dans un patelin de l'Ouest américain pour régler ses comptes avec le représentant de la loi. Oui mais non, car nous ne sommes pas dans un western. Le film n'est pas habité des mêmes questionnements que ceux qui balisent le genre filmique très américain qu'est le western. Nous regardons un film chinois qui plus est réalisé par un cinéaste de la 6e génération, c'est-à-dire par un réalisateur qui appartient à une génération d'auteurs qui se sont attachés à représenter cinématographiquement les réalités chinoises. Avec les cinéastes de la 6e génération, nous sommes plus proches du néo-réalisme italien que des productions opulentes mises en scène par les générations de réalisateurs chinois précédentes. Propos quand même qu'il faut nuancer dans la mesure où des cinéastes comme Zhang Yimou ou Chen Kaige, associés à la 5e génération, ont également souvent travaillé avec une esthétique proche du documentaire. Bref, nous savons que Lang rejoint une région de la Chine peu filmée. Nous sommes en 2008, l'année des Jeux Olympiques de Pékin. L'heure était aux réjouissances nationales, sauf que derrière l'organisation des Jeux Olympiques se cache l'image d'une félicité chinoise qui, par définition, ne peut profiter à tous. Là se situe, si nous le souhaitons, un point de contact avec le western et la mise en évidence d'une prospérité inaccessible à tous pour différentes raisons. Éloignement géographique, conditions de classe, éducation, affiliation au Parti communiste chinois, etc., etc. Alors, il faut tenir compte du décor, des lieux, de l'espace. Faire ce que nous intime de mettre en pratique la mise en scène depuis le début du film, c'est-à-dire prendre en compte la spatialité et observer toute vie composée avec cette spatialité. Par toute vie, il faut entendre les animaux et les êtres humains. Après ce prologue, Lang arrive en ville et c'est bien lui que nous suivons. Nouveau MacGuffin, répondre à la question de son incarcération. Pourquoi ? Mais c'est surtout l'occasion pour Guan-Hu de nous donner à voir une situation qui est raccord avec l'une des préoccupations intentionnelles des cinéastes de la 6e génération. Prendre la mesure des changements qui opèrent dans la société chinoise au moment où les mutations s'effectuent et dans une temporalité indexée sur notre perception du temps qui passe. Autrement dit, voir le moment où les choses se déroulent réellement. Le décor du film sera donc une petite ville comme il en existe beaucoup dans l'ouest de la Chine. Des villes oubliées, abandonnées et éloignées de tout ce qui peut constituer et entretenir le nouvel espoir économique auquel prétendent adhérer les Chinois. Comme les travailleurs itinérants, les journaliers et autres catégories d'individus paupérisés, les habitants de ces villes sont absents de l'iconographie officielle. À cet instant, Black Dog affiche des liens de parenté avec Still Life de Jia Zhangke ou même The World du même cinéaste, et le film se développe alors sur le territoire d'un constat édifiant. Dans le pays le plus peuplé du monde à l'époque, la Chine, les individus n'ont jamais été aussi esselés. Les habitants de la ville, qui ressemblent à un espace fantôme, vivent en marge les uns des autres. Ils vivent comme ils le peuvent. Ils tentent de composer avec le fossé civilisationnel qui se creuse entre Pékin, Shanghai, quelques autres grandes villes du pays, et le reste de la Chine, c'est-à-dire le monde rural tout autour. Un plan du film en dit long. Alors que nous sommes en 2008, sur un mur figure une inscription peinte qui fait état de la fierté d'organiser les Jeux Olympiques de Pékin. Devant, les individus vont et viennent, en errant dans les limbes d'un monde que plus personne ne veut voir. Et puis, on constate que l'inscription sur le mur est à peine lisible. Elle a déjà subi les outrages des conditions de vie locales, comme si le désert et son agent de l'érosion, le sable, gommaient toute trace d'un espoir sociétal. Tout est là, déjà acté. Black Dog bascule alors vers une autre logique qui échappe aux références citées plus tôt. Il ne s'agit plus de capter les mutations de la Chine en direct, mais de se situer dans l'après-désir de prospérité, dans l'après-désir de changement. Black Dog dresse un bilan. Jia Zhangke a certes ouvert cette voie avec Au-delà des montagnes en 2017 ou encore Les Éternels en 2018, tendance qui s'est confirmée avec Les Feux sauvages sortis sur nos écrans début 2025. On ne filme plus le pendant, on filme les conséquences. Une fois tout espoir éteint, une fois le rêve envolé. Comment se remettre de ce constat ? C'était aussi la question posée par Wang Xiaoshuai dans So Long My Son en 2019. Comment se remettre à vivre après la désillusion ? Black Dog se propose donc d'étudier ce qui motive encore ces individus à agir. Tenter de comprendre ce qui pousse un individu à se contenter de ce qu'il pensait caduc et pourtant qui définira à jamais sa condition. Il faut retenir certaines leçons, franchir des obstacles, refaire lien avec une humanité en souffrance. C'est tout le cheminement du personnage de Lang dans Black Dog. Et sa réhumanisation passe par le lien qu'il va tisser avec un chien, un lévrier noir, que tout le monde pense atteint de la rage, mais qui se tient simplement à l'écart des autres.
exactement comme le fait Lang avec ses congénères. Le chien est un reflet de l'intériorité de Lang. Les deux personnages sont filmés de manière identique. Des plans se font écho les uns aux autres pour rassembler et unir formellement les deux personnages à distance. Le chien est la représentation, sans filtre, des traits de caractère de l'humain. La cohabitation entre les deux personnages, lente à se dessiner malgré sa prévisibilité, est constituée d'étapes essentielles. Le chien est donc aussi un révélateur de la nature profonde de Lang, jusqu'à ce que le film les associe dans une dynamique où l'un prolongera les agissements de l'autre. Un prolongement, une même nature. S'offrent alors à Lang quelques possibilités, une fois le cheminement effectué, pour choisir son destin. Un mariage ? Une nouvelle filiation ? Ou alors rester en vie, c'est-à-dire rester en mouvement, c'est-à-dire faire le choix de ne pas se résigner, de ne pas renoncer, et de s'inscrire volontairement dans une dynamique qui contredit l'ordre étatique. Il s'agit donc, à ce moment-là, d'accomplir un acte de résistance.